1, 2, 3. Ça marche? Oui. Aussi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très, très heureux de vous voir ici rassemblés. Sachez que nous sommes ce matin 1500 inscrits à l'ESSEC. On peut dire que le mouvement sociodynamique et les initiatives autour de l'entreprise libérée suscitent un véritable intérêt. Je suis Marc Smilla, associé fondateur de Kea & Partners. Je vais avoir la joie d'animer ce forum et ces discussions avec Sylvane Casademont, qui va se présenter. Bonjour à tous et vraiment merci d'être là, tous enthousiastes et un samedi matin en plus. Donc je suis Sylvane Casademont, j'ai été consultante chez Bossard Consultant bien évidemment, puis chez Capgemini et je suis aujourd'hui, depuis plus d'une dizaine, presque 2003, ça fait combien ? Une quinzaine d'années dans l'administration de la recherche, et notamment directrice de cabinet du directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. On pourrait faire plus court. Oui, et est en même temps sponsor de l'événement, ce qui donne au fond aussi un sens à cette initiative. On a 1 heure pour débattre d'un sujet qui a pris beaucoup d'ampleur depuis quelques années. On assiste un peu partout dans le monde, en France, aux États-Unis, en Amérique latine, en fait, au phénomène autour des questions de nouveaux modèles d'organisation, et les entreprises cherchent aujourd'hui à s'affranchir des modèles hiérarchiques et des modèles animés par le command and control. Beaucoup de chefs d'entreprise se questionnent sur ce mouvement et un débat critique émerge un peu partout. S'agit-il d'une utopie ou s'agit-il d'un véritable mouvement qui est susceptible de dynamiser les entreprises et les organisations? On a donc réuni un chercheur qui, depuis quelques années, investigue sur ce domaine. Il devient une référence en matière d'entreprise libérée. 2 chefs d'entreprise, Michel Hervé, qui racontera son entreprise et son itinéraire tout à l'heure, et Pascal Demurger. Michel Isaac Goetz, donc, vous le connaissez, il est professeur à l'ESCP, il nous fait la gentillesse de venir à l'ESSEC. C'est gentil, Michel. C'est très audacieux. Il est l'auteur de nombreuses publications sur l'innovation managériale et il coanime maintenant un écosystème pour élaborer une veille sur ces entreprises qui tentent de proposer une nouvelle façon de manager et de gouverner. Son succès suscite, et c'est tout ce qui ressort du succès, une polémique, et il y a plein de questions qui se posent sur phénomènes de mode ou nouveaux mouvements. Donc on aura l'occasion de questionner, de débattre toutes les observations qu'il fait en la matière. Michel Hervé, du groupe Hervé, il est insuffisamment connu. Il cumule une longue carrière politique avec des fonctions de chef d'entreprise, d'écrivain. Il a été maire de Parthenay, député européen, conseiller régional du Poitou-Charentes, auteur de nombreux ouvrages, et il est le promoteur d'une exigence démocratique dans tout type d'organisation. Et il a mis en œuvre cette idée dans son groupe et dans son organisation. Pascal Demurger, vous êtes énarque, comme quoi ça mène à tout, et vous avez été à la direction du budget au ministère de l'économie et des finances, avant d'entrer à la Maïf en 2002. Et vous avez pris la direction du groupe en 2009 et à votre arrivée, vous lancez un grand plan de transformation et dont un des axes stratégiques est le management par la confiance. Et c'est sur ce sujet-là qu'on va probablement vous solliciter ce matin, entre autres. Alors, Isaac, dans tout ce qui émerge, tu observes tous ces phénomènes. Aujourd'hui, il y a un foisonnement qui apparaît un peu partout.
On avait envie d'avoir une plus grande clarté dans toute l'émergence lexicale qui apparaît. Jean-Christian Fauvet, qui a été le fondateur de la sociodynamique, avait posé un des premiers termes, l'entreprise holomorphe. Aujourd'hui, on entend des termes de self-organisation. Les travaux de Laloux parlent d'organisation turquoise. On a le thème de l'organisation holistique. On a aux États-Unis les Democratic Company. On a le courant qui vient des USA qui nous parle de l'holacratie. Et on a l'entreprise libérée. Qu'est-ce qui caractérise toutes ces organisations? Quels sont les écarts? Quels sont les modes opérationnels? Quelles sont celles qui sont en train de décoller, de devenir des références? Est-ce que tu peux nous faire un petit cours, au fond, pour nous donner une meilleure lisibilité sur tout ce phénomène? Merci Marc. Ça marche? Vous m'entendez? D'abord, je veux dire deux choses sur mon école, puisque c'est toi qui as lancé le débat. Donc, premièrement, je suis très content d'être à l'ESSEC et je suis un peu jaloux parce qu'on m'a dit qu'il y a 1500 personnes ici dans cet amphi. Nous, on n'a pas un amphi aussi grand. Mais comme il n'est pas rempli, donc peut-être c'est à peu près ce que le nôtre. Voilà. Et puis, deuxième chose, mon école ne s'appelle pas ECP. Ça s'appelle ECP Europe. Bien sûr, bien sûr. C'est comme si mais je sais pourquoi tu le dis ça. Parce qu'il y a Capgemini, il y a Bossard. Et donc, là, ta question était arrêtée. Ce n'est pas par hasard que je fais cette remarque. Était, je ne sais pas s'il vient de Bossard ou vient de Capgemini ou vient de Kea Partners. Mais en tout cas, je ne vais pas pouvoir commenter cette taxonomie parce que je trouve que c'est peut-être même pas le fond de la question. Effectivement, c'est un phénomène. Le phénomène, c'est un véritable changement. Aujourd'hui, il y a un véritable questionnement aujourd'hui dans la pratique, pas dans la théorie, dans la pratique des organisations telles qu'on connaît depuis 2 siècles, certains disent 1 siècle, mais en tout cas, elles sont très anciennes, que j'appelle des hiérarchies bureaucratiques, qui sont fondées essentiellement sur la hiérarchie où chaque niveau supérieur il ordonne et contrôle le travail du niveau inférieur, et puis comme il se fatigue, donc il cède des procédures, parce que c'est fatigant chaque jour de dire qu'il faut arriver à 7h30, donc on va faire une procédure de pointage, etc. Donc, on le questionne. Probablement, alors il y a différentes, je ne vais pas analyser, c'est que probablement nos sociétés, et je ne parle pas seulement d'économie, nos sociétés ne peuvent plus supporter, je pense, ce qu'on appelle parfois des economies of scale. Donc tout ces organisations qui étaient formidables pour productivité, optimisation, etc., contribuent, j'aurais dit, comme des dommages collatéraux au manque d'initiative, au manque de révélation des potentiels. Et je ne veux pas traiter des sujets de souffrance et mal-être, etc., au travail, qui sont abondamment couverts, et notamment par les chercheurs en France. Donc, je t'ai évoqué Fauvet. Alors, on est l'Institut de sociodynamique, ici. Et ça montre que ce courant que, effectivement, j'ai nommé, parce que j'ai mis des noms sur des phénomènes qui existaient, évidemment, avant moi, et sur des courants de pensée. Et Fauvet, c'est un des inspirateurs, aussi bien que MacGregor et bien d'autres. Donc, il y avait des réflexions, j'aurais dit des réflexions philosophiques, c'est très important de le comprendre, psychologiques. MacGregor, c'est un psychologue qui s'appuyait sur Maslow pour amener ça au monde de l'entreprise, qui proposait, je ne dis pas des alternatives, proposer une façon, une philosophie différente pour le monde du travail. Pas que des entreprises d'ailleurs, ça peut être école, ça peut être l'armée, ça peut être administration. Ce qui est changé, c'est que depuis... alors, il y avait aussi des mises à pratique, mais ils étaient relativement éparses et marginales. Alors, au début aux États-Unis, Gore, 1958, et en France, c'est la première CFAVI, d'ailleurs, qui considère Jean-François Zobris toujours Fauvet comme son mentor principal. Il m'a dit que son séminaire, il a assisté 3 fois, parce que la première fois, il n'a rien compris. La deuxième fois, quand ça comprend un petit peu mieux, mais il est devenu 3 fois écouter la même chose pour finalement, tu as holomorphe, ça te dit holomorphe, tu dis, bon, l'usine, fonderie, holomorphe, bon, on arrête là. Et finalement, il a persévéré. Donc,
pour revenir où est-ce qu'on est aujourd'hui par rapport à ça, et puis donc tu as Michel, par exemple, qui va en parler, a témoigné, il n'a pas attendu l'entreprise libérée pour créer sa propre philosophie. Michel, c'est un philosophe d'entreprise. D'ailleurs, il travaille avec un autre philosophe, ils ont écrit un livre formidable, et ils ont mis en place un certain nombre des croyances, on est bien d'accord, croyances en l'homme, dans les pratiques organisationnelles. Pourquoi je parle de ça? Parce que ce que tu as évoqué, et je taquine un petit peu en tant que consultant, tu l'es un petit peu, non? Oui, un petit peu. Ouais. C'est que effectivement, c'est normal, on recherche des modèles. On recherche, mais arrêter l'entreprise libérée n'est pas un modèle du tout. Hein. C'est une philosophie, et même pas une philosophie d'organisation, mais de leadership. Donc, ce sont des croyances des patrons. Moi, je n'ai pas étudié des entreprises. Hein. Si, j'ai visité, observé une centaine aujourd'hui qui pratiquent ça, mais j'ai rencontré surtout des leaders, des patrons qui ont mis ça en place. Donc, c'est ça de quoi je peux parler. Je suis professeur de leadership, pas d'organisation du tout. Hein. Donc, le modèle n'existe pas. Il n'existe pas de mode non plus, parce que le mode suppose un modèle qu'on va faire copier-coller. Donc, il est impossible. Hein. En revanche, il y a des modes, hein, cette fois-ci, le mode masculin, qui apparaissent dans les différentes entreprises et qui articulent la même philosophie, mais chaque fois dans le contexte héritage humain culturel très particulier. Donc, tu as d'ailleurs, dans les grands groupes aujourd'hui qui le pratiquent, tu prends Michelin, dans chaque usine, tu vas avoir un mode d'organisation différent qui émergeait parce qu'ils ont dans une région produit, etc., etc. Et même sous le même toit, j'ai visité, par exemple chez Michelin ou chez Airbus, sous le même toit, il y a différents programmes et ils vont chacun, un petit peu comme une usine, hein, ils vont faire leur propre mode. Donc, on va sortir de ce discours, si tu permets, hein, des modèles et en quoi c'est. Et je suis d'accord avec toi que Holacracy, c'est un modèle, effectivement, mais moi, je ne veux pas me prononcer là-dessus. En revanche, je vais faire un petit panorama assez rapide où est-ce que nous sommes. Donc, nous sommes par rapport à ce que moi, j'ai nommé en 2009, en essayant de capitaliser sur toutes ces approches, j'aurais dit, de leadership de tous ces patrons que j'ai étudiés et que j'ai nommé leadership libérateur. Et donc, par conséquent, ils ont construit ces entreprises-là, ces modes que j'appelais les entreprises libérées. On est aujourd'hui à la 4e génération. Donc, je reviens autant de Fauvet, autant de MacGregor, si on peut le dire ça comme ça, et c'était des entreprises de première génération. Ce sont des gens qui avaient porté en eux, alors on peut appeler ça des Monsieur Jourdain de Libération, quelque part, parce que Zobrist n'a pas découvert ça avec Fauvet. Il y avait une résonance, il a entendu, Zobrist aussi a lu MacGregor et d'autres choses, et puis il porte en lui certaines croyances sur l'homme. Je résume très simple, hein, que l'homme il est digne de confiance, que chacun a des dons, et que les êtres humains préfèrent de s'autodiriger plutôt que d'être dirigés. Et puis, il regarde autour et il dit, mais nos pratiques, est-ce que nos pratiques, ils sont en phase avec ça? Non. Nos pratiques démontrent, alors Zobrist, ça veut dire que l'homme est stupide et voleur, etc., mais globalement, qu'on ne fait pas confiance à l'homme parce qu'on le contrôle partout. Il n'y a pas de révélation des talents du tout, parce qu'il y a quelqu'un qui peut passer 20 ans sur la même machine, appuyer sur le même bouton. Il n'y a pas d'autodirection, parce que les gens qui sont sur le terrain dans la zone de création de valeur, ils ne s'autodirigent jamais. Ils doivent demander chaque fois remonter, etc. Il y a des décisions stratégiques, il y a des comités partout, il y a des chefs partout, etc. Donc, ça appelle, c'est du bon sens. Hein. Tout ce qu'on entend de ces entreprises-là, c'est que du gros bon sens. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Donc, ils ont commencé chacun de faire avec des idées d'ailleurs assez simples. Il y en a un patron qui m'a dit, moi je n'avais aucun chez IDEO, je n'avais aucune idée. Mais je savais ce que je détestais quand j'ai travaillé dans un certain nombre de grands groupes. Travaillé chez Boeing, je crois, etc. C'est en Californie. Donc, je dis, je ne vais surtout pas mettre ça en place chez moi. Dans l'entreprise. Et donc, commencer comme ça. Après, il est tombé sur des pratiques du Packard, il dit, tiens, ça a du sens, ça a du sens. Mais pourquoi il y en a un jour que les salariés peuvent prendre par eux-mêmes? Il dit, on va leur faire confiance, ils vont décider s'ils veulent être là, ils ne veulent pas être là. Donc, c'est un petit peu comme ça. Donc, ça, c'est première génération. Deuxième génération, donc, qui est apparue, discuter avec Marc Lévy, peut-être elle va croiser ça avec une sorte de, tu vois,
une sorte de fourchette comme ça. Hein. Et tu parles des ministères, par exemple, comme ministère en Belgique, hein, de sécurité sociale, qui commence. Tu as un certain nombre des choses en France hein, qui émergent et des standards d'entreprise. Donc ça, c'est la deuxième génération. Et puis, tu as la troisième génération qui est, voilà, donc dernièrement, avec des entreprises comme Airbus, Michelin, la Maïf. Donc on parle 2012, 2013, hein, à peu près, cette époque-là, que certains attribuent aussi, alors pas nécessairement mon livre, mais tout cet effet-là et tout ce mouvement et toutes ces dynamiques, alors sociodynamiques, je ne sais pas, que c'est créé en France autour de ça. Et j'insiste d'ailleurs que la France, un chiffre absolu, est un pays qui a un chiffre absolu, hein, le plus grand nombre de ces entreprises-là et ces organisations qui se mesurent aujourd'hui par des centaines. Alors quand je dis des centaines, hein, j'ai évoqué un certain nombre des grands groupes hein, qui se sont lancés, comme Michelin, Airbus et Decathlon, qui habillent la Maïf, qui est une grande entreprise. Tu as quelques filiales de CAC 40 que je ne peux pas vous donner les noms parce qu'ils ne veulent pas faire leur coming out pour l'instant. Ils veulent travailler dans le calme parce que si vous voulez, il y en a tout de suite les journalistes, etc. Mais ils le font depuis quelques années avec des résultats spectaculaires. Je suis en contact, effectivement, je ne fais aucun conseil, mais je rencontre beaucoup de dirigeants comme je rencontre Pascal, hein, par exemple. Donc on échange de temps en temps, voilà. Et donc je suis au courant de ce qu'ils font, mais ils veulent aller plus loin parce que, voilà, qui dit CAC 40 dit la bourse et qui dit la bourse, mais pourquoi vous faites la transformation? Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, tout va bien, tout le monde est déprimé, mais ça va. Donc, voilà. Et maintenant, je vais vous dire aussi quelques autres indicateurs intéressants. Alors, je suis un peu jaloux, hein, il faut le dire, que vous avez combien, vous avez dit inscrits? C'est 1500? 1500 aujourd'hui, oui. inscrits. Parce que payants. Je dis nous, hein, mais le mouvement, l'association des entreprises libérales, on a organisé notre campus à l'ESCP et on a eu 720 personnes. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas de place pour les accueillir. Hein, donc. Mais je ne sais pas une blague, hein, on était complet 1 mois et demi avant donc, la date et on a refusé plusieurs centaines de personnes parce qu'on ne pouvait pas les accueillir. On n'a que 2 amphis, grands amphis comme ça, et on a fait arrêter de 3 avec la rétro. Bon, peut-être il y en a des gens qui ont été, et les gens sont venus, c'est intéressant. C'est quand même uniquement francophone. Mais on a eu des gens qui sont venus de Belgique, Suisse, Canada, etc. etc. C'est-à-dire les gens se sont déplacés pour cette journée-là. Que je répète, pour ceux qui ne le savent pas, qui n'étaient pas, ce n'était pas un truc où on leur a parlé. C'est le campus des entreprises libérées. C'est-à-dire c'est des salariés de ces entreprises-là qui sont venus pendant la journée pour partager leur vécu, leur expérience et répondre à des questionnements. Plutôt que vous allez dans ces entreprises faire du benchmarking, mais ils ne peuvent plus. Hein, parce qu'il y a des entreprises qui reçoivent une centaine de visites par an, donc ils ne peuvent plus. Ils font des journées de portes ouvertes, ils vous font payer, etc. Ils font tout pour vous décourager. Mais voilà. Mais quand même, il y a un énorme... Voilà. Donc, je vais vous dire encore un élément assez intéressant. J'interviens, je suis intervenu chez des collègues à l'université catholique de Louvain. On m'a fait intervenir comme ça devant les DRH, les patrons belge, et c'était suivi par un DRH du ministère, deuxième ministère. Alors je rassure hein, les Français qui sont dans la salle, l'administration aussi s'est lancée dans ça, hein, parce que vous avez en France des caisses de sécurité sociale, vous avez en France des mairies, des offices OPH, mais il n'y a pas de ministère, donc c'est rassurant. Parce qu'on est inquiet, parce que c'est le ministère en France commence à se libérer. Mais dans ton ministère, je connais quelqu'un qui s'intéresse, mais bon, je ne sais pas où ça va aller. Si, il s'intéresse, hein, il visite, etc. Et voilà. Donc, c'était quelqu'un, le DRH du ministère de Transport, qui faisait le témoignage. Je vous donne juste un exemple. Hein. Il était là, il donnait à peu près, je ne sais pas, 5-7 exemples des choses qui sont transformées. Et puis, il a dit, bah tiens, j'ai reçu, je vais vous dire, indirect. Hein. Donc, il dit, je suis là. D'ailleurs, on est organisé, il y a plus de grades, etc. C'est des coordinateurs, des leaders, etc. Mais un de mes leaders, il a envoyé un mail à l'ensemble, donc 1300 fonctionnaires du ministère. Et à 15 heures, vous pouvez partir chez vous. Vous pouvez partir chez vous. Et il dit, moi, je suis très content.
Il explique, je suis très content qu'il ait envoyé ce mail. C'était inimaginable, elle dit qu'il y a quelqu'un qui aurait envoyé un mail comme ça. Quelqu'un prend l'initiative, il envoie un mail, vous pouvez partir chez vous maintenant. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'ils sont au ministère des Transports, donc il reçoit les premières infos qu'il y a un incendie sur le chemin de fer, il y a un gros problème de transport, etc. Donc lui, il reçoit, et sa première pensée immédiate, qu'il y en a beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir rejoindre leur domicile à l'heure normale pour récupérer leurs enfants à l'école, etc., etc., etc. Donc, il envoie un mail en disant dans cette direction, il y a un gros problème, il y a des retards de train, etc. Ceux qui sont concernés, c'est vous qui décidez, et si vous partez, certainement. Et donc, lui, il donne cet exemple-là en disant, moi, je pense qu'on commence à y arriver. Mais c'était inimaginable, c'est-à-dire c'était presque qu'il fallait réunir le cabinet de ministres pour prendre une décision comme ça. Donc, suite, pourquoi je raconte ça? Parce qu'il y avait ces témoignages et après il y en a quelqu'un, un DRH qui se lève, tu me montres 2 minutes, hein, parce que tu sais, je suis bavard, hein, donc je peux faire un cours. Hein, voilà. Oui. Mais tu me montres quand il reste 2 minutes. Isaac, hein. Et donc il y a un DRH comme ça qui monte d'un grand groupe belge, il se retourne vers tout ce public, il dit, on a entendu, on a vu, la transformation, elle a dit sociale et sociétale, est en marche, parce qu'il s'agit d'innovation sociale. Et il retournait vers tous ces gens-là et dit, on fait quoi? On continue de l'ignorer? Alors ça, c'est des Belges. Les Belges, donc, ils y vont très, très comme ça. Voilà. Et donc, je termine par ça pour dire qu'il s'agit véritablement d'une innovation sociale, parce que le fond de l'entreprise libérée, c'est une transformation radicale du rapport, de la relation au travail. De rapports entre les niveaux hiérarchiques ou avec des chefs, des fonctions de support, etc., globalement, qui est une posture haute et qui contrôle et qui ordonne, etc., vers les rapports entre les êtres intrinsèquement égaux, basés sur la confiance en l'intelligence des gens. Voilà, et tout ça, je termine, je sais qu'ils sont impatients, je termine, comme toute innovation, pas seulement innovation sociale, comme toute innovation, elle suscite évidemment des phases qui sont très très connues dans la recherche, ils sont très très connus. Dans la première réaction, parce que tellement c'est radical et différent, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc c'est le déni. Alors est-ce que c'est le déni freudien? La deuxième est très très connue, c'est dangereux. Et donc, on va chercher tout ce qui n'est pas... Alors, en France, c'est génial. La France est un pays, mais c'est un terrain tellement fertile. Tu sais, en France, on dit la réponse est non, quelle est la question? Tu sais ça. Il y en a beaucoup de choses comme ça. Et donc là, on se donne énormément de l'effort, etc. Et puis la dernière, et ça, c'est la plus dangereuse, c'est les gens disent, ah, on l'a déjà fait ça. On l'a déjà fait, c'est bon. Et alors là, c'est le plus dangereux. Et donc, je pense qu'on est pour beaucoup aujourd'hui, commence par rapport à l'entreprise libérée, déjà dans la troisième phase, parce que j'entends parfois des entreprises que je sais pertinemment qu'il n'y a pas de confiance là-bas, qu'il n'y a pas de considération de l'intelligence des gens, révélation de potentiel. Je sais, ils disent on est une entreprise libérée, ils donnent des interviews pour les journalistes dans la presse. Donc on commence à être bon. On commence à être bon. C'est donc, ce n'est plus une utopie. Si on rentre dans une entreprise comme la vôtre, Michel Hervé, pouvez-vous nous dire un petit peu ce qui vous a amené, en tout cas, à poser un nouveau modèle de gouvernance, un petit peu dans l'ADN même de votre entreprise, et comment ça fonctionne aujourd'hui, puisque vous avez été pionnier? Oui, moi je ne vais pas vous parler de d'où je viens, pourquoi j'ai fait ça, etc. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aujourd'hui, si le sujet est dans cette salle, c'est qu'il y a une transformation du rapport des 3 formes d'économie, qu'il y a une évolution dans les 3 formes de sociologie et qu'il y a une évolution dans les 3 formes de psychologie et que ceci entraîne une évolution herméneutique dans nos 3 formes de philosophie. Et donc c'est plutôt ça qui est l'élément clé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le problème économique? J'aurais pu faire ça parce que ça, pour des raisons philosophiques, comme disait Isaac. Non, aujourd'hui le problème n'est plus là. Le problème, c'est qu'on a une économie du don et du contre-don, qui existe encore d'ailleurs dans les pays primitifs, dans les pays qui sont restés, pour certains, avec cette dimension qu'on avait au néolithique, celle du don et du contre-don, et qu'on a encore en Afrique, en particulier en Inde, etc. Et l'avantage du don et du contre-don, c'est que vous diminuez votre prix de revient.
puisque vous faites des travaux bénévolement pour l'autre, ce que vous faites dans vos familles. Hein. Moi, je me souviens, quand je me suis marié, ma femme dit « tu fais la vaisselle et moi je fais la cuisine hein. ». Ça nous évitait la femme de ménage. La deuxième forme, c'est l'économie de marché. Et donc, on est depuis au moins 200 ans dans cette économie de marché où il s'agit d'être le meilleur, le plus compétitif. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une économie mondialisée. Et dans cette économie mondialisée, la seule façon de nous en sortir, nous, des petites entreprises, c'est d'être plus compétitifs que les autres. Alors, à ce moment-là, on rentre dans l'économie de rareté. L'économie dont parle Fernand Braudel. Et cette économie de rareté, alors bien sûr, c'est l'économie publique éventuellement, puisque là, le prix est fixé par la puissance publique, mais c'est aussi l'économie de l'innovation. C'est à partir du moment où on a une innovation, on peut faire le prix de vente supérieur au marché. Et donc, ce qui se passe, pourquoi les entreprises aujourd'hui vont dans cette dimension, c'est parce qu'on a besoin de l'innovation. C'est l'innovation qui nous amène à développer cette forme d'économie de rareté, et non plus seulement l'économie de marché compétitive traditionnelle. Alors, dès qu'on est dans cette économie de l'innovation, on s'aperçoit qu'il y a une dimension sociologique extrêmement puissante. C'est que la sociologie traditionnelle, c'est le besoin, le bonheur, hein, qui vient du vieux français E-U-R, qui veut dire croître, le bonheur d'avoir. Et là, on était dans le monde de l'égalité. Et puis, la réalité, c'est quoi? C'est que moi, c'était mon problème. Je voulais non plus être dans le bonheur d'avoir, mais dans le bonheur d'être, le bonheur de créer. Et pour avoir le bonheur de créer, c'est de dépasser les contraintes, c'est la liberté. On ne peut créer que dans la liberté. Donc, un entrepreneur libéré, c'est un entrepreneur qui veut créer. Alors, on avait 3 solutions quand moi je suis arrivé, si vous voulez, à la maturité, c'est-à-dire à l'âge de 24 ans. C'était ou bien de devenir un chercheur, ou bien de devenir un artiste, ou bien de devenir un entrepreneur. Et entrepreneur, c'est passer d'une prise à l'autre, entreprendre. Et à chaque fois qu'on entreprend, on a une autre joie qui est extraordinaire, c'est la joie d'apprendre, c'est-à-dire de se casser la figure. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein? On est bien d'accord, c'est à chaque fois qu'on a fait des fautes d'orthographe qu'on a appris l'orthographe. Et donc, c'est cette dimension sociologique, si vous voulez, qui nous a amenés à avoir non plus le bonheur d'avoir, mais le bonheur d'être. Mais en même temps, et c'est ça que je développe dans ma propre entreprise, c'est que je me suis aperçu qu'au-delà du bonheur d'être, on a aussi une 3e forme sociologique indispensable, qui est le bonheur d'être aimé, c'est-à-dire d'être avec d'autres et de leur apporter notre connaissance et eux de nous apporter leur connaissance. Et là, on n'est plus dans l'innovation personnelle, on est dans l'innovation collective. Et cette innovation collective a une force considérable. Et ça, c'est lié à la fraternité, la dimension de fraternité. Et donc, c'est cette... Alors, bien sûr que si on est encore, si vous voulez, pendant 2 siècles, au 19e siècle et au 20e siècle, on est sur l'idée d'Adam Smith ou l'idée de Karl Marx, qui était que quand on est entrepreneur, c'est-à-dire qu'on passe d'une prise à l'autre, c'est pour faire du profit. On était dans le bonheur d'avoir. Il a fallu quand même attendre, alors comme on est ici dans la sociologie, c'est intéressant, Max Weber, à la fin du 19e siècle, qui nous dit, mais on est entrepreneur, non pas pour le profit, mais on est entrepreneur pour créer. Et le profit n'en est que la conséquence, et non pas la cause. Et donc je crois que c'est ça ce que nous apporte aujourd'hui la société. C'est la prise de conscience que, en réalité, ce dont on a besoin dans une société moderne, c'est d'avoir cette liberté de créer et en même temps cette fraternité de créer collectivement. Et donc avec une si belle histoire, décrivez-nous votre entreprise aujourd'hui. Eh ben, l'entreprise, c'est essentiellement des gens qui sont entrepreneurs. Chacun est dans cette situation d'entreprendre, c'est-à-dire, alors naturellement, pour entreprendre, il faut une 3e dimension psychologique. C'est qu'il
il faut des gens qui sont dans l'assertivité, c'est-à-dire qui ont cette joie de risquer et de se casser la figure, et qui, naturellement, pour pouvoir entreprendre, ont besoin préalablement de se connaître, pour se reconnaître. Et donc, pour se connaître, ils ont nécessité de faire de l'autocontrôle. Là, on revient à ce que dit Isaac dans ses ouvrages, de l'autocontrôle, c'est-à-dire cette capacité à mieux se connaître. Alors, on a deux façons de mieux se connaître, ou par l'objectif, dans le temps. Donc, on pose cette question et on se demande si on est capable d'arriver à ce qu'on pensait être capable, ou bien un référentiel extérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit « Ah, je vous trouve aussi bien que ce que vous pensez de vous-même. » Ça, j'ai monté ça avec Ivan Illich, si vous voulez, il y a 45 ans, dans lequel l'individu s'autocontrôle et il fait appel à quelqu'un extérieur. Alors, naturellement, nous, nos managers, ceux qui peuvent le mieux, je dirais, leur apporter cette dimension sur eux-mêmes, c'est les musiciens, un peu comme un chef d'orchestre. Et pour les musiciens, c'est le chef d'orchestre. Et donc, à chaque fois, il y a ce référentiel extérieur. Alors, c'est intéressant pour les managers d'avoir ce référentiel de la part de leur équipe, parce que très souvent, les managers ont peur que les gens leur disent du bien d'eux-mêmes parce qu'ils sont sous leur autorité, sous leur responsabilité. Psychologiquement, c'est l'école qu'on a reçue à travers, bien sûr, nos parents, mais surtout nos professeurs et ensuite les patrons traditionnels. Et donc, automatiquement, quand tout d'un coup, le référentiel vient de ses propres collaborateurs, anonymement, et que c'est mieux que ce que le chef d'orchestre pensait de lui-même, ça marche. C'est merveilleux pour ces gens-là d'être référencés par leur équipe, en définitive. Voilà. Alors, toute la difficulté, elle est d'ordre psychologique. Excusez-moi d'être un peu long sur cette dimension. Mais dans la psychologie, l'école que nous avons reçue est une école de l'anxiété. La peur de faire des erreurs, la peur d'apprendre, qui vient du latin « ap », qui veut dire saisir par l'esprit, c'est-à-dire en gros se casser la figure. Pour ensuite comprendre, c'est-à-dire prendre avec, c'est-à-dire réussir. Et donc la réussite passe d'abord, si vous voulez, par cette capacité à apprendre de ses erreurs. Cette capacité d'assertivité, si vous voulez, les gens, avec l'école traditionnelle, en ont peur, ils sont inhibés. Et nous, quand on a des gens qui rentrent, qui viennent des écoles, on s'est aperçu que très souvent, cette inhibition les amène à être à la recherche de leaders, de gens qui vont leur apporter, si vous voulez, le chemin à suivre. Bon, j'appelle ça des moutons, dans mon jargon personnel, des gens qui ont besoin de suivre. Voilà, ils sont passifs. Et donc, ils ne sont pas entrepreneurs, ils n'ont pas cette capacité de création. Alors, le problème, très souvent, c'est qu'on a aussi dans nos sociétés des gens qui sont anxieux, mais qui ont besoin d'avoir la lumière, qui ont besoin d'être en situation de domination. Alors, à ce moment-là, ce sont des gens qui se mettent dans la duplicité, dans le mensonge pour eux-mêmes. Et là, naturellement, on les retrouve dans les échelons hiérarchiques des entreprises traditionnelles. Pourquoi ? Parce que, naturellement, ils sont à la fois en asservissement par rapport à leur patron et en domination par rapport à leurs collaborateurs. Le drame de ces gens-là, que j'appelle les renards, c'est-à-dire des gens rusés qui sont en permanence dans le mensonge, c'est que, naturellement, dès qu'il y a une erreur, ce n'est pas eux, c'est les autres. C'est de la faute au patron, c'est de la faute aux clients, c'est de la faute aux outils, etc. Et ils sont aussi dans la recherche de l'opacité, c'est-à-dire ils ne veulent pas se connaître. Ils ne veulent pas se connaître puisque ce n'est pas eux qui font des erreurs. Donc ils n'apprennent pas. Ce sont des gens qui n'ont aucune capacité à apprendre. Ils sont dans la domination, point. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est au contraire une troisième forme, c'est-à-dire ces gens qui sont dans l'assertivité, ce que j'appelle, moi, les dauphins, si vous voulez, qui sont des gens capables de s'auto-contrôler et qui sont en permanence dans la joie d'entreprendre et d'apprendre.
Merci beaucoup, Michel Hervé. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais c'est ça. On va explorer. Ça, c'est la difficulté aujourd'hui, si vous voulez, dans cette société que vous dites libérée, c'est d'avoir ces gens qui ont cette assertivité personnelle, leur permettant à ce moment-là de pouvoir vivre en autonomie. Alors, excusez-moi, mais vous me posiez la question de l'entreprise. En réalité, moi, j'ai 200 petits groupes qui sont des groupes, parce que c'est des entrepreneurs qui est intéressant. Ce n'est pas de créer seulement, c'est de créer avec d'autres. Donc ils sont dans des petits groupes, des TPE, des très petites entreprises de 15 personnes en moyenne. Ça va jusqu'à 20, bon, on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi. Donc des entreprises de 15 personnes en moyenne. Et là, j'ai pris ça chez les Iroquois. C'est un peu dans les sociétés primitives ce qu'était le chaman. Celui qui va vous représenter au niveau au-dessus et qui est le manager catalyseur qui fait ce travail, si vous voulez, pour créer l'esprit de groupe et qui, naturellement, représente le groupe au niveau au-dessus. Et à partir de ce moment-là, nous avons 15 entreprises qui sont des moyennes entreprises qui elles-mêmes se regroupent pour faire une ETI de 3000 personnes. C'est à peu près le chiffre que nous sommes aujourd'hui. Et je disais, lorsque nous faisions notre conférence à l'Opéra Bastille, à M. Senard, patron de Michelin, dont vous parlez tout à l'heure, qu'à la limite, on pourrait faire 15 ETI qui font un groupe international. Donc, dans une certaine mesure, c'est le système du vivant où on part de manière fractale de petites unités qui, à chaque fois, se trouvent, qu'est-ce qui fait commun à chaque niveau. Voilà, c'est ça notre organisation. Merci beaucoup, Michel Hervé. Vous dites ce modèle de management et d'organisation est un facteur de compétitivité. Pascal Demurger, vous avez fait un autre pari, c'est celui de la confiance dans une maison octogénaire. Vous avez engagé un plan de transformation ambitieux. Pouvez-vous nous raconter un peu qu'est-ce qui a amené cette initiative-là, la transformation culturelle que ça sous-tend et où vous en êtes aujourd'hui? Et on a parlé de compétitivité. Votre maison est-elle plus compétitive que ses confrères? Vaste programme. Je vais peut-être repartir de ce que vous disiez tout à l'heure, Sylvain, en dressant rapidement un portrait. Vous disiez que j'ai pris ce qui est exact, la direction de l'entreprise en 2009 et que, avec mon équipe, nous sommes lancés dans une transformation de l'entreprise, incluant ce management par la confiance. En réalité, non, pardon. Effectivement, j'ai pris la direction en 2009. Effectivement, nous nous sommes lancés dans un plan de transformation assez profond, mais en réalité extrêmement classique et dans lequel il n'y avait absolument pas la dimension de management par la confiance. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Moi, j'arrivais par hypothèse à la direction de ce groupe, venant d'un univers très différent, celui de la fonction publique, Bercy, le ministère des Finances, avec... ne le répétez pas, mais une formation qui ne prête pas particulièrement aux qualités managériales. C'est clair, le terme de management était quelque chose pour moi, une forme de découverte. Et donc, forcément, en réalité, toutes les conditions étaient réunies pour précisément avoir développé un management complètement classique, avec naturellement... chez moi, une éthique de la responsabilité très ancrée et donc une orientation performance et pérennité de l'entreprise qui était complètement majeure. Mon rôle, ma responsabilité, c'est évidemment d'assurer dans les meilleures conditions possibles la performance de l'entreprise. Et naturellement, le premier réflexe, j'allais dire, qui vient dans ce contexte, au fond, si on veut augmenter la performance, on va accroître un peu le contrôle, on va augmenter un petit peu la pression, et puis voilà, et puis ce que toutes les entreprises, en réalité, font. Et ça n'est qu'après un cheminement très progressif, une maturation très lente, alors faite de lectures, Isaac bien sûr, mais d'autres également, faite de rencontres, faite de découvertes dans un certain nombre d'entreprises de modes de fonctionnement différents, faite d'analyse également des évolutions en cours
des évolutions de notre marché. Bien sûr, la rupture digitale est un élément important dans la prise de conscience que l'on ne peut plus, que l'on ne pourra plus demain fonctionner comme on fonctionnait hier. On pourrait rentrer un peu plus dans les détails si vous le souhaitez. Naturellement, la conscience d'évolution des aspirations tout simplement, hein, et notamment d'évolutions générationnelles qui sont fortes, avec le besoin évident des générations montantes au fond d'un monde plus horizontal, moins vertical qu'il ne l'est. D'une certaine manière, l'entreprise est un îlot de verticalité dans un mobilité. Cette exigence portée vers soi-même et portée vers son entreprise de performance, réconcilier cette exigence-là avec l'aspiration, au fond, à la fois d'évoluer dans un monde peut-être un peu différent, peut-être un peu plus bienveillant, peut-être un peu plus harmonieux, et la considération que lorsque l'on dirige une entreprise, mais c'est vrai aussi lorsque l'on est manager ou même lorsque l'on est collaborateur d'une entreprise, forcément, on a un impact sur son environnement immédiat de travail. Cet impact est d'autant plus large que, en effet, c'est fonction d'un périmètre d'intervention plus large, et que si on a cet impact-là, ça veut dire qu'on a une responsabilité aussi sur la manière dont ces collaborateurs vont être plus ou moins épanouis tout simplement dans leur travail. Enfin, quand on prend un tout petit peu le temps de la réflexion et que on se dit que quand même dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un salarié, d'une entreprise, évidemment le travail est un élément complètement structurant, hein, ne serait-ce qu'en termes de temps passé et bien au-delà du temps passé. Si c'est un élément structurant, bien sûr que l'épanouissement qu'on va pouvoir ou pas lui procurer dans son milieu professionnel va être quelque chose de complètement essentiel dans sa vie tout simplement. Et quand on prend conscience de cette responsabilité-là, évidemment que l'on ne peut plus tout à fait diriger l'entreprise de la même manière. Encore faut-il que d'un côté, cette exigence sur la performance et la pérennité de son entreprise, et de l'autre, cette conscience et cette aspiration à avoir un mode de fonctionnement qui permette aux uns et aux autres, y compris à soi-même, de s'y épanouir plus et mieux. Encore faut-il que ces deux impératifs soient conciliables, soient réconciliables. Et progressivement, et aujourd'hui, j'en dirai un mot après quelques années dans cette voie, et même si on n'est pas encore très avancé, même si, en tout cas dans mon esprit, on peut aller infiniment plus loin que ce que nous faisons, j'y reviendrai aussi, encore faut-il que, comment dirais-je, l'expérience, en tout cas, moi, me montre, et la conviction forte qui est la mienne, est que non seulement ces deux impératifs sont conciliables, mais je crois profondément qu'en réalité, un mode de fonctionnement plus harmonieux de l'entreprise, en réalité, est une source extraordinaire de performance. Alors, qu'est-ce que l'on a fait concrètement ? Après ce cheminement, après cette prise de conscience, on a pris collectivement la décision, effectivement, de s'engager dans la voie, alors qu'on pourrait appeler de l'entreprise libérée. Moi, j'aime pas beaucoup les étiquettes. Hein, je rejoins ce qu'Isaac disait tout à l'heure. En tout cas, dans la voie de ce que nous on appelle en interne le management par la confiance, ou le management par l'envie d'ailleurs. Pourquoi management par l'envie ? Parce que l'idée au fond, elle est toute simple, hein, c'est de dire ce que traditionnellement dans une entreprise on obtient d'un collaborateur par la contrainte ou par cette espèce de couple récompense-sanction. Si tu le fais, tu seras récompensé. Si tu ne le fais pas ou si tu le fais mal, tu seras sanctionné. Au fond, nous, on essaie de le remplacer par ce que l'on appelle le management par l'envie, c'est-à-dire plutôt susciter chez son collaborateur, chez son collègue, l'envie de le faire. Ce qui, évidemment, génère derrière une puissance
infiniment supérieur, génère derrière un engagement spontané qui est sans comparaison, et qui dit plus d'engagement, dit bien sûr plus de performance en réalité pour l'entreprise. Donc on a décidé de se lancer dans ce management par la confiance ou par l'envie. On a commencé par un moment qui est un moment important. On a réuni tous les managers de l'entreprise. Chez nous, ça représente une population d'à peu près 750 personnes. On les a réunis pendant 2 ou 3 jours autour de cette question de l'évolution de la culture, de l'évolution du management, et autour de cette question de nos projets. Ça a été un moment totalement extraordinaire. C'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui encore dans l'entreprise, les gens évoquent ce moment-là avec un niveau d'émotion qui est complètement incroyable. Pourquoi ? D'abord parce que le sujet s'y prêtait. On passait d'une certaine manière d'un monde, d'une culture à la projection, l'envie, l'aspiration d'un autre monde, d'une autre culture. Et puis parce que les modalités même de ce séminaire, on avait essayé d'incarner, j'allais dire, dans la manière d'animer et de vivre ces 3 jours ensemble, ce que l'on voulait en faire. Et avec des échanges avec ces 750 personnes qui étaient sur un registre complètement méconnu jusque-là, c'est-à-dire pas seulement un registre de l'analyse, de la rationalité et de la raison, mais aussi tout simplement un registre du cœur et des émotions et des ressentis. Et quand on s'autorise à exprimer les choses de cette manière-là, là aussi on ouvre et on génère des réactions absolument incroyables. À l'issue de ce séminaire, on a décidé qu'au fond, si on parle d'entreprise libérée, évidemment, ça ne peut pas être par hypothèse. Si l'entreprise est moins verticale, ça ne peut pas être un mouvement descendant, venant du sommet, venant de la direction, et disant, eh bien, désormais, nous allons fonctionner comme ça. Soyez libres. C'est évidemment une injonction contradictoire qui ne peut pas fonctionner. Et donc on a décidé progressivement déjà d'encourager, de stimuler, pas seulement de permettre, véritablement d'encourager les prises d'initiative de tout genre, par hypothèse, on n'allait pas les cadrer, de prise d'initiative dans l'ensemble de l'entreprise. Et donc, partout, dans des services, dans des directions, nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire, naturellement, sur des plateaux téléphoniques, des centres de gestion de sinistres, des directions du siège. Partout, les gens ont commencé à réfléchir en se disant, voilà, qu'est-ce que, dans notre quotidien, dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de manager, dans notre manière de faire, qu'est-ce que l'on pourrait faire évoluer, quelles sont pour nous. Et alors ça a été des choses extrêmement variées. À tel endroit, les gens se sont dit, au fond, on nous parle de structure horizontale, on nous parle de responsabilisation, on nous dit qu'il faut évidemment être dans une relation d'adulte à adulte, on veut nous considérer comme des adultes. Ok, ça veut dire par exemple que les objectifs, ils ne doivent pas être fixés par le haut, s'imposer à nous, et puis on va nous récompenser ou nous sanctionner en fonction des résultats obtenus. Si on est dans une entreprise où on se parle d'adulte à adulte, les objectifs, c'est nous qui allons d'abord essayer de les définir, voir ce qui est à la fois ambitieux et réaliste, et puis il va y avoir un dialogue avec le management et une sorte de contractualisation. Donc les objectifs viennent du bas. Et puis ailleurs, dans un centre de gestion de sinistres, par exemple, c'est à peu près 70-80 personnes, les gens se sont réunis et se sont dit, au fond, là aussi, si on veut nous considérer comme des adultes, on va arrêter de pointer. On va arrêter en tout cas d'avoir des plages fixes durant lesquelles il faut impérativement être là, des plages variables durant lesquelles on peut ou pas être là, mais en tout cas d'avoir des contraintes de cette nature. Évidemment, il faut un cadre dans lequel évoluer parce que c'est à l'entreprise de nous dire
à tel moment il y a besoin de tant de personnes pour prendre les appels téléphoniques ou que sais-je. Mais en revanche, à l'intérieur de ce cadre et de ces contraintes, on doit être complètement libre d'être là, de s'organiser entre nous. Et si je dois aller chez le médecin chercher ma fille à la crèche, ou si j'ai une contrainte, ou si je veux prendre mon vendredi pour agrandir mon week-end, je dois être libre de le faire. Et donc, on va s'organiser nous-mêmes, etc., etc. Au total, des dizaines, des centaines, en réalité, d'initiatives. Alors évidemment, ce qui crée dans l'entreprise une forme de foisonnement et il y a une espèce d'étirement du peloton, j'allais dire. Il y a des gens qui sont très avancés, qui ont complètement embrassé le mouvement, qui sont très loin, et puis d'autres qui sont, parce qu'ils sont moins à l'aise avec ça, ils y adhèrent moins, etc., qui sont restés dans un mode de fonctionnement traditionnel. Naturellement, on ne peut pas rester durablement sur une entreprise aussi, dans laquelle il y a autant de différences. On a donc décidé progressivement, au fond, d'essayer de ramasser un petit peu tout cela, mais toujours en évitant, en refusant de le faire de manière hiérarchique, autoritaire et venant du haut. On a donc créé des marchés aux initiatives. Marché aux initiatives, c'est-à-dire que les gens venaient présenter sous forme de stand finalement la manière, les choses qu'ils avaient faites dans leur service, et puis des managers, des salariés visitaient ce marché aux initiatives, cette exposition en quelque sorte, pour retenir les idées qui leur semblaient les plus pertinentes, en prendre exemple et éventuellement le réaliser chez eux. On a mis ça bien sûr sur l'intranet de l'entreprise pour essayer de multiplier ce genre d'initiatives. Et puis naturellement, il y a eu une évolution d'un certain nombre de règles au plan global de l'entreprise. Par exemple, ça veut dire quoi ? Par exemple, l'an dernier, nous avons décidé de changer radicalement l'organisation du temps de travail. Et donc, nous avons décidé de négocier avec nos partenaires sociaux un nouvel accord sur l'organisation du temps de travail pour aller précisément dans le sens de ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire ce que l'on appelle chez nous un auto-positionnement, que les gens puissent librement et en concertation naturellement avec leurs collègues, avec le collectif, dire voilà, je vais venir travailler à tel moment ou à tel autre, là je ne peux pas parce que j'ai telle contrainte, et que les gens puissent s'organiser le plus librement possible. Cet accord, nous l'avons d'abord construit avec les salariés. Nous avons pris un panel d'à peu près 10% de l'effectif de l'entreprise. Il y a environ 7000 salariés, donc environ 700 personnes ont construit pendant une année. Ils se réunissaient en ateliers, type de service par type de service, représentant les agences, représentant les plateaux téléphoniques, etc., pour dire voilà comment à la fois concilier un meilleur service à nos sociétaires, nos clients sociétaires, en même temps optimiser pour nous au fond, comment dirais-je, un bien-être au travail le plus important possible, et tout ça, évidemment, au plus grand profit de la performance de l'entreprise. Et c'est la synthèse de ces ateliers auxquels les organisations syndicales participaient qui a construit, forgé le projet d'entreprise qu'ensuite nous avons négocié avec les partenaires sociaux, et nous avons abouti à une signature en 3 mois, ce qui n'arrive absolument jamais dans une grande entreprise sur un sujet comme cela. Mais c'est évidemment cette co-construction qui a permis d'aller aussi vite. Et dans cet accord, c'est extraordinaire parce qu'il y a évidemment des plus très marquants pour le confort de travail, j'allais dire, de nos collègues, l'autopositionnement, mais aussi le télétravail, etc. Mais il y a aussi des avancées au bénéfice de nos sociétaires, en l'occurrence, que jamais on n'aurait pu imaginer négocier dans un contexte classique de négociation, j'allais dire, contre les syndicats. On a de confrontation. On a signé, par exemple, une annualisation du temps de travail, ce que, franchement, les organisations syndicales dans notre pays voient quand même d'un mauvais œil. Nous avons élargi assez sensiblement les plages d'ouverture au public, y compris le samedi, ce qui n'existait pas ou de manière extrêmement marginale dans notre groupe. Y compris d'ailleurs en partant, parce que ce n'est pas pertinent
pour toutes les agences sur l'ensemble du territoire d'ouvrir le samedi. Il y a des endroits où ça peut l'être, des endroits où ça ne l'est pas. Là où, de manière traditionnelle, les organisations syndicales nous auraient dit « mais attendez, nous on ne signe que si on a une liste précise des agences où vous souhaitez le faire », nous sommes partis sur un accord consistant à dire « eh bien, on va expérimenter et puis on va voir ». Et puis peut-être que là, on va le faire, et puis peut-être que là, on ne va pas le faire. Mais ça, on ne peut pas s'engager avant d'avoir expérimenté. Donc c'est dire le niveau de confiance réciproque entre les partenaires sociaux et l'entreprise auquel il faut parvenir pour arriver à avoir cette espèce de blanc-seing. Et évidemment, chacun ayant confiance dans la bonne foi de l'autre. Je vais devoir vous interrompre, mais parce que l'heure avance, uniquement parce que l'heure avance, et je pense que tous les gens qui sont dans la salle vous écouterez tous les trois d'ailleurs encore pendant des heures. Je reprends la parole au nom un peu non pas au nom de la salle, mais au nom de quelques personnes qui nous ont répondu sur Internet. On a fait un appel aux gens qui étaient inscrits en disant si vous avez des questions, remontez-les nous, parce qu'on savait très bien qu'on n'aurait pas vraiment le temps d'ouvrir un dialogue avec la salle en n'ayant qu'une heure disponible. Alors, j'ai un certain nombre de questions. Et puis, si vous répondez, messieurs, de façon très brève, peut-être pourra-t-on quand même prendre une ou deux questions dans la salle. Alors, vous avez, en fait, Isaac, nous avons autour de vous deux leaders libérateurs, on est bien d'accord. Et j'ai une question sur le leader libérateur qui est quelle pérennité si le modèle ou le mode d'organisation, de management de l'entreprise, s'il ne tient qu'à un leader libérateur, comment faire le cas échéant quand le leader s'en va, quand le leader disparaît, voilà. Donc, Isaac, j'aimerais bien ton avis là-dessus, j'aimerais bien aussi votre avis à tous les deux. Donc, Isaac, bref. Court alors. Court. Ok. Est-ce que la démocratie américaine existe après Washington? Jefferson, c'est tout. Parfait, merci. Excellent. Je crois qu'on peut l'applaudir là. Michel, pareil, rapide. Quand vous avez des entrepreneurs, l'entrepreneur après, il veut continuer comme ça. Donc, moi, je ne fais rien dans l'entreprise. Je ne fais. C'est pas moi qui définis la stratégie de l'entreprise. Hein. C'est chacun qui définit sa stratégie et qui inhile une partie de sa propre stratégie pour être en harmonie avec les autres, pour faire commun. Et quand on fait commun, on perd une partie de sa propre autonomie et de sa propre liberté, hein, puisqu'il faut des règles du jeu pour jouer. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est eux qui définissent, si vous voulez, ce qu'est l'entreprise. Donc, moi, je ne vois pas l'entreprise disparaître parce que moi, je disparais. Pascal ? Moi, je pense que la réponse tient dans la différence entre libérateur et libéré. Leader libérateur, c'est-à-dire qu'il y a une impulsion, il y a une volonté, il y a effectivement une évolution de l'entreprise vers un management beaucoup plus libéré. Je pense que sur cette trajectoire-là, sur ce temps-là, il y a effectivement, et c'est une forme de paradoxe d'ailleurs, mais un paradoxe, je crois qu'il faut assumer. Il y a effectivement, je pense, besoin d'un portage, besoin d'une incarnation, besoin d'une volonté extrêmement forte. Il y a, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a forcément dans l'entreprise des formes de résistance à cette évolution. Hein. Ça paraît idyllique, mais tout le monde n'y trouve pas son compte. Et donc, il faut une volonté forte pour avancer et pour aboutir. Une fois que le mouvement est ancré, il est totalement irréversible. Et il ne dépend plus de la présence de ce leader libérateur, si c'est le mot. Alors, justement, j'ai une autre question de la même personne d'ailleurs, qui dit, mais est-ce que ce modèle, on pourrait l'intégrer partiellement dans un groupe important, dans une grosse entreprise, même si le leader de l'entreprise n'est pas un leader libérateur, voire même s'il est opposé au modèle? Qu'en pensez-vous? La réponse est oui. Plusieurs précisions. Ce n'est pas un modèle. 1. Le PDG de l'entreprise n'est pas un leader. 2. 3. Ça se fait au niveau des unités opérationnelles. Et donc, s'il y a un DG d'unité opérationnelle qui, lui, c'est un leader libérateur en herbe, et s'il est un bon politique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire la capacité d'influence auprès de son PDG, il peut effectivement obtenir un mandat explicite. C'est ce qui se passe, par exemple, chez Airbus.
Voilà. Et comme j'étais en parole, vous voyez, comme dans les débats télévisés dans les présidentielles, parce que j'étais très court, je vais ajouter sur la dernière question, quand j'ai gagné 1 minute. Vous avez remarqué que j'ai parlé de la démocratie américaine et pas française. Et je fais ça exprès. Mais on ne va pas ouvrir ce débat. On va pas ouvrir ce débat à cette heure-là. Je vais juste dire qu'effectivement, c'est pérenniser l'entreprise libérée n'est pas simple du tout. Il y en a quand même 2 conditions. C'est qu'après les leaders libérateurs, il y a des leaders qui viennent qui ont envie de maintenir ce système-là. Et donc, il doit aussi faire le travail sur lui-même comme l'autre, etc. Transformation, hein, vous avez parlé, il faut se transformer soi-même. Sujet vaste et très, très important. Dans notre campus, on a utilisé tout un atelier pour ça. Voilà. Et deuxième chose, s'il y a des actionnaires qui ne le veulent pas, s'il y a des actionnaires qui changent, etc., ils peuvent aussi tout changer parce que l'entreprise est ce qu'elle est. Hein. Il est 11h. Il me reste à vous remercier, Isaac, Michel, Hervé, Pascal, Murger, les applaudir. Pour tous ceux qui souhaitent bien évidemment approfondir, vous pouvez acquérir les ouvrages juste à la sortie ou à la librairie. Et il y a de nombreux ateliers où toutes les questions qui sont abordées ici et posées peuvent être approfondies. Merci à vous tous.